Vous écoutez Duo de Plume. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bonjour, vous écoutez le podcast Duo de Plume. Je suis Catherine. Et je suis Cyril. Comment vas-tu, Cyril? Tu m'as l'air tout guilleret aujourd'hui. Tu m'étonnes. Je suis tout content parce que je reviens de la librairie à côté de chez moi qui s'appelle Le Vieux Comté. Et j'ai trouvé le dernier bouquin de Maxime Chatham. Je l'ai vite raflé, ramené à la maison et c'est toujours quelque chose que j'attends. Donc je suis très content de l'avoir. Ah, mais c'est pour ça que tu as essayé de me faire croire que tu étais très occupé et qu'on n'allait pas enregistrer le podcast aujourd'hui. Je vois. Je voulais passer. Ouais, tu préfères cet âme à moi. Bon, et puis alors, ça parle de quoi? Oui, alors ça, c'est une bonne question. Je t'avoue que j'ai même pas regardé le 4e. J'ai pris le bouquin et puis voilà. Mais bravo. Non, mais puis bon, pendant les salons, on s'acharne à pitcher nos livres désespérément et Chatham n'a pas besoin. Est-ce que ça te choque pas, ça? Ah ben la preuve que non, je viens de le faire, ça me choque pas. Mais ça pourrait bien faire un sujet d'épisode de podcast. Quelle habile transition. Donc le sujet, ça serait quoi? Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on achète sur le nom de l'auteur ou est-ce qu'on achète plutôt sur l'histoire? Intéressant. Du coup, j'ai un biais. Les auditeurs, ils savent déjà ce que je fais. J'achète quand c'est Maxime Chatham sans même savoir de quoi ça parle. Ouais, mais moi, ça m'arrive de le faire aussi. Oui, non, mais je te rassure. Moi aussi, j'ai mes auteurs chouchous. Effectivement. Alors du coup, qu'est-ce qui te fait acheter un auteur? Comment on rentre dans ta catégorie des auteurs chouchous? On y rentre parce que j'ai profondément aimé des histoires précédentes, je dirais. Et puis alors, parfois, c'est le revers de la médaille, parce que je fais comme toi. J'arrive dans ma librairie, je vois tout d'un coup que mon auteur chouchou, alors soit je le sais déjà parce que je le suis, soit je découvre, et c'est une joie qu'il y a un nouveau titre que je ne connais pas, que je rafle, évidemment. Et puis, comme j'ai pas du tout hésité, si par hasard je suis déçue, là, c'est terrible, parce que je suis extrêmement fâchée contre mon auteur chouchou. Alors que j'aurais qu'à m'en prendre qu'à moi-même, finalement. Au point de ne pas racheter? Au point d'hésiter à prendre le suivant? J'hésite un peu. Et puis alors, quelquefois, c'est drôle, parce que quand on est... Alors, tu vois, je pense notamment à Fred Vargas, qui écrit du polar et notamment la série du commissaire Adamsberg, où il y a eu un certain nombre de romans. Alors, elle ne fait pas partie des auteurs qui écrivent énormément de romans, enfin, du moins à une fréquence incroyable. Elle en sortait un tous les 2-3 ans et je dévorais parce que j'adorais. Elle est restée pendant un certain temps sans en sortir dans cette série-là, puisqu'elle a sorti vraiment des essais un peu écologistes, etc. Elle en a sorti 2, je crois. Donc pendant ce temps, elle n'a pas sorti de polar. Et puis, elle a ressorti l'année dernière un nouveau du commissaire Adamsberg, où je me suis jetée dessus. Je pense que je n'ai pas été la seule. Ça a été vraiment un top vente à ce moment-là. Je me suis jeté dessus aussi. Tu t'es jeté dessus. Et sans regarder la 4e. Absolument. Si, j'ai regardé qu'il y avait Adamsberg. Oui, alors c'est vrai, moi aussi. J'ai regardé, j'ai dit, ok, c'est bon, il y est. Et déception. En ce qui me concerne, je ne sais pas, tu l'as aimé? Oui. Bon, bah alors moi, pas trop. Enfin, pas trop parce que j'en attendais beaucoup. C'est-à-dire qu'écrit par n'importe quel autre, sans connaître
tout ce qui fait pour moi la magie de cette série, avec une langue super riche, des intrigues à tiroir, des personnages avec plein de surprises et plein d'humour. Et là, j'ai trouvé elle faisait une espèce de pastiche ratée d'elle-même, quoi. J'attendais en permanence l'étincelle et puis elle venait pas. Alors, encore une fois, c'est vraiment parce que j'en attendais énormément et si ça n'avait pas été elle, j'aurais sans doute pris beaucoup de plaisir, mais là, j'en attendais plus. Et pour autant, je me dis, ça reste quand même une auteure que j'attends et que j'ai tellement aimé que je pense que le prochain, malgré la déception de celui-ci, sans doute que je l'achèterai, mais peut-être que je regarderai un petit peu plus la 4e de coupe et que j'attendrai un petit peu plus. Dans ce cas précis, la 4e ne t'aurait rien apporté de plus par rapport à ce que tu racontes de ce qui ne répond pas à tes attentes. Non, c'est vrai, mais qu'est-ce qui fait effectivement qu'on... Tu sais ce qui a changé entre ton souvenir des autres opus du commissaire Adamsberg et le dernier, c'est que tu es autrice et que peut-être tu as une vision, j'allais dire biaisée, mais c'est pas le mot, mais qui est teintée par ça, par cette expérience d'écriture. Et que du coup, Oui. est-ce que tu attendais pas d'autres choses et puis l'autre problématique, c'est on compare toujours avec un souvenir, et les souvenirs, on sait très bien qu'ils s'altèrent au fur et à mesure qu'on ne les renforce pas. Et on a à force des souvenirs de souvenirs. Et du coup, je dis ça parce que moi, par exemple, j'ai pas été déçu. Alors, l'intrigue, et on n'est pas là pour faire la critique de Fred Vargas, loin de là. Non. Mais elle nous sert d'exemple sur ce bouquin en particulier. L'intrigue est peut-être moins élaborée. Je l'ai trouvée moins élaborée, moins... Mais tout intéressante. Tout est moins élaboré. Non, j'ai bien aimé retrouver le confort de mes personnages que j'aime. Et ça, je trouve que j'avais la même chose. Donc on n'a pas la même perception sur le même texte. Non. Et c'est le cas de plein de lecteurs, et c'est bien normal. Mais finalement, si on réélargit notre scope, notre vision pour cet épisode... l'idée, c'est de savoir si on achète, je parle d'acheter, mais si on lit un livre plus pour l'histoire, plus pour l'auteur, plus pour un personnage. Là, en l'occurrence, moi, c'est Adamsberg qui m'intéresse et sa façon de voir le monde, etc. Et il se trouve qu'Adamsberg, c'est Fred Vargas qui l'écrit. Donc, mais quand je vois Fred Vargas et que c'est une histoire d'Adamsberg, je sais que j'ai déjà mon plaisir à 50% acquis. Ou est-ce que on est juste attaché à une histoire? Et je pense qu'il y a une grosse partie de ça, parce que sinon on n'irait jamais vers les auteurs qu'on ne connaît pas. Alors ça, oui, alors heureusement qu'il y a quand même une part qui est laissée à la découverte et à être séduit par une histoire sans connaître l'auteur. Mais a contrario, c'est vrai que les auteurs qui ont finalement des personnalités aussi fortes et marquées en dehors de leur œuvre, est-ce que tu penses que ça peut nous influencer, je dirais, dans l'autre sens, c'est-à-dire à ne pas acheter leurs romans ou les lire parce qu'il y a des choses dans ce qu'ils sont, dans leur personnalité, qui nous déplaisent. Est-ce qu'on peut détacher l'œuvre de l'auteur? Est-ce que si l'auteur c'est très dans l'air du temps, si l'auteur se comporte mal dans la société civile, est-ce qu'on doit renier toutes ses œuvres? C'est la difficulté. Et puis il y a quand même une pression, je trouve, sociale. Et encore une fois, on va reparler des réseaux sociaux. On avait déjà consacré un épisode à cette question, mais c'est vrai que c'est tellement une question qui revient en permanence avec le regard de la collectivité et une sorte de réprobation communautaire
où il est de bon ton de ne plus lire tel auteur parce qu'il a eu des propos. Enfin, je pense notamment, par exemple, à la polémique par rapport à J.K. Rowling, qui a eu des propos transphobes, homophobes, etc., qui, effectivement, c'est indéfendable. Est-ce que pour autant, on doit rejeter en bloc Harry Potter et ne plus lire Harry Potter ou ne plus défendre l'œuvre? Finalement, est-ce que l'œuvre, à un moment, ne prend pas son autonomie par rapport à son créateur? C'est ça la question. Est-ce que c'est mal? Quelle est ta réponse? Moi, je dissocie les deux. Je pense que c'est pas nécessairement parce que je lis Harry Potter que je soutiens les prises de position de J.K. Rowling, qui n'engagent qu'elle. Et elle les a en tant que personne, en tant qu'individu et citoyenne, et pas en tant qu'auteur. Ok, il y a à mon sens, deux points de vue divergents. Je pense que c'est clair pour tout le monde que si j'écris un livre en l'an 2000, c'est moi de l'an 2000 qui l'écris. On change en permanence. C'est l'idée vers laquelle je veux aller. C'est-à-dire que la même histoire écrite en l'an 2010 sera différente pour moi, puisque j'aurais évolué, j'aurais changé. Mm-hmm. Bon, à partir de là, c'est intéressant du coup de dissocier l'auteur de l'histoire ou l'auteur de son œuvre. L'autre pendant de ça, c'est de dire oui, mais l'auteur va toucher des royalties, je ne veux plus soutenir Oui. les moyens de cette personne à cause des propos qu'elle tient maintenant, et donc je m'abstiens d'acheter. On a la chasse qui passe, je sais pas si on l'entend au micro. Je m'abstiens. Je pense pas. Non. Faisons comme si. Faisons comme si on les entendait pas. Nos impôts qui volent. C'est ça. Du coup, ce choix de dire moi je n'achète plus rien de J.K. Rowling parce que sinon elle touche des royalties, et donc je soutiens quelqu'un qui est transphobe, c'est quelque chose qui est aussi respectable. C'est aussi respectable. Difficile. Après, si tu fais ça pour un petit peu tout, quoi. Et tu te prives de beaucoup de choses. Alors après, on peut pousser finalement je vais employer un terme peut-être un peu osé, mais le militantisme jusque-là, pourquoi pas? Après, moi, je pense que c'est un peu extrême, il me semble. Et à l'exception, d'autant que dans l'exemple de J.K. Rowling, il n'y a pas, enfin me semble-t-il, mais je n'ai pas relevé si c'est le cas, il n'y a pas dans Harry Potter, ne transparaissent pas ses idées et ces idées-là. Et elle n'est pas du tout dans une... Comment ça s'appelle ce mouvement où on va retirer Blanche-Neige et les 7 nains parce que la vision des nains est discutable. Ah oui, c'est ce que j'appellerais politiquement correct. Mais non, mais c'est un nom. Mais tu vois ce que je veux dire. Si tu cherches suffisamment, parce qu'on parle de littérature, on parle d'images, on parle de métaphores. Si tu creuses suffisamment, tu peux toujours trouver un sens phobe de quelque chose. Oui, mais après tu peux faire dire tout et n'importe quoi à tout et n'importe quoi. Absolument, c'est le problème. C'est le problème. Et puis après, c'est pour ça que je parlais un petit peu d'extrémisme. Souviens-toi, alors, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser ce que tu dis. Il y avait un bouquin qui était sorti il y a quelques années qui s'appelait le Code secret de la Bible, je crois. Et où c'était des gars qui s'étaient amusés à chercher des codes dans la Bible. Le texte est tellement grand que tu peux trouver des récurrences mathématiques. Voilà, mathématiquement, tu peux tout trouver pour faire dire nous aimons le diable, enfin, okay. ou ce que tu veux. Alors après, je dis pas que ce soit une réalité, ou etc. Mais finalement, si tu analyses les choses à l'extrême, tu finis par trouver des symboles et des messages que l'auteur n'a peut-être pas du tout souhaité faire passer. Regarde, nous, si tu te places en tant qu'auteur, enfin, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises
d'avoir des lecteurs qui venaient me voir après avoir lu mon histoire et qui me disaient « Ah, mais c'est formidable parce que dans ce roman-là, ce personnage-là, on voit très bien que vous défendez telle cause ou que c'est telle symbolique. » Et là, tu sais, t'as ton regard qui se fait un petit peu vide. Et tu te dis, je n'y avais pas pensé, mais tu ne veux pas contrarier ton lecteur qui est tout content d'avoir trouvé une interprétation. Voilà, donc, et puis, donc le doute te saisit et tu te dis, mais si ça se trouve inconsciemment, en effet, c'est ce que j'ai voulu, j'ai voulu faire, mais alors que pas du tout en réalité. Et évidemment, dans Harry Potter, il y a certainement, tu peux tout imaginer, et puis, mais les tests transphobes parce qu'il y a comment il s'appelle, un hippogriffe qui est mis à mort ou je sais pas, oui, pourquoi pas, quoi. Enfin, je crois pas, quoi. Je pense qu'il faut remettre, à chaque fois que tu as une analyse comme ça sur une œuvre, il faut la remettre dans le contexte. Ça me semble important. On est quand même sur de la fiction. Et puis mais même la fiction, parce que la fiction, elle a été écrite dans un contexte culturel dans lequel l'auteur vit, ou l'autrice vivait plus exactement. Donc, évidemment que sous le prisme de l'ouverture, ou j'espère de l'ouverture qu'on vit en ce moment, et de la multitude des genres et de l'acceptation de l'autre comme il a envie d'être accepté, il n'y avait pas ce contexte-là au moment où elle écrit. Donc, ça me semble décalé de passer au tamis actuel l'œuvre d'Harry Potter, et du coup c'est trop facile de pointer du doigt des choses qui pourraient être interprétées. On prend Harry Potter encore une fois, mais on pourrait prendre n'importe quelle œuvre comme ça. On prend Harry Potter parce que ça a été... parce qu'il y a eu cette polémique. Il y a une telle portée de cette œuvre que la polémique a été importante. Moi j'ai aussi une vision... Une fois que j'ai publié mon texte, et je l'ai déjà dit une fois, et je pense que c'est assez vrai, une fois que j'ai sorti mon histoire, elle ne m'appartient plus. C'est le lecteur qui se l'approprie, c'est le lecteur qui en fait une certaine interprétation. J'avais certaines intentions, certainement en écrivant, mais après tout, les choses... la façon de percevoir de mon lecteur ne m'appartient pas, je ne la contrôle pas. Non, mais après, c'est difficile de se positionner en tant qu'auteur dans une telle situation, mais imaginons que tu publies un roman de fiction, peu importe, et puis un lecteur te t'envoie un message après lecture en te disant mais c'est raciste. Parce que, admettons, tu as un personnage qui va être un personnage de couleur et à qui il va arriver un problème. Admettons, tu as un personnage de couleur qui tombe dans les escaliers. Et on te dit, ouais, non, mais évidemment, c'est comme de par hasard, c'est lui qui tombe dans les escaliers, vous avez fait exprès, vous êtes raciste. Comme par hasard. Mais tu vois le ridicule de cette phrase. On est complètement d'accord, mais... Je pense que c'est facile de faire la distinction entre une œuvre raciste et un élément raciste isolé dans l'histoire. Après tout, un personnage peut être raciste, et donc on va le raconter comme ça. Mais ça ne veut pas dire que l'œuvre est raciste. Le racisme, ça existe. Je pense que c'est un de nos rôles d'en parler. Un des rôles de l'écriture, c'est de parler de la société dans laquelle on vit, ou d'une société meilleure, ou d'une société qui a existé. On est obligé de décrire ce qui existe. À partir du moment où on vit ce racisme... alors après, il y a la question de la position. Moi, je suis un blanc hétéro cinquantenaire. C'est clair que j'ai du mal à défendre le racisme colonialiste. il ne s'agit pas de le défendre, bien entendu. Donc, je pense que ça se voit quand une œuvre est raciste. Et c'est pas le cas de nos romans. J'espère pas, non. En tout cas, moi, je connais mes valeurs, donc j'essaie de... Je pense que mes bouquins, mes écrits, dans mes écrits transparaissent ces valeurs, puisque c'est aussi une des raisons d'écrire, finalement. Absolument. Tu transcris ta vision du monde. Enfin, moi c'est ce que j'imagine. Forcément, c'est au travers de tes yeux et tes petits doigts sur le clavier.
Mais on digresse. Bienvenue sur Duo des Plumes. C'est ça. Où est-ce qu'on voulait en venir au départ? Qui partent dans tous les sens. On part dans tous les sens. Non, mais on en était sur cette impulsion de lecture qui est en fait générée par... Alors si on reprend mon exemple, Maxime Chatham, qu'est-ce qui me fait acheter? Alors que j'ai quand même lu, donc c'est Luxe le bouquin, c'est pas vraiment un thriller, c'est plus de l'anticipation. J'ai pas encore lu le bouquin, je l'ai commencé, je l'ai quand même acheté, et il y a des critiques pas négatives, mais on sent que Chatham il est attendu sur du thriller, c'est ça. On a envie de se faire peur quand on le lit, et j'ai l'impression que ce bouquin est plus profond et qu'il y a plus d'impact sociétal ou de message derrière. Mais c'est pas pour ça que ça m'empêche de l'acheter. Donc pourquoi je suis allé quand même, je pense que tu achètes sur le nom de l'auteur quand, même si tu as été déçu une fois, quand globalement tu apprécies la façon d'écrire déjà, la vision du monde quelque part, et puis quand globalement tu n'as jamais été déçu en lisant une histoire de Chatham. Moi, je peux en citer 3-4 comme ça, où il y en a que j'ai préféré et d'autres que j'ai beaucoup moins aimé, mais ça ne m'empêche pas d'aller à la librairie du coin dès qu'il y a une sortie de cet auteur-là. Et après, c'est vrai que moi, ça m'interpelle toujours. Enfin, je vais dans le prolongement de ce que tu dis. Ce qui est rigolo, c'est quelquefois, il y a justement des critiques négatives. Enfin, moi, j'aime bien lire les avis des lecteurs sur les réseaux notamment. Et puis, par exemple, sur celui que j'évoquais tout à l'heure, le dernier Vargas, j'avais lu une discussion sur Facebook, je crois, où il y avait pas mal de personnes qui disaient, qui partageaient mon point de vue, qu'il avait trouvé plutôt moins bien, qui avaient été déçus. Mais ça ne les empêchait pas de dire, le prochain, j'irai quand même. J'irai quand même. Donc la question, c'est pourquoi ? Alors qu'il y a tant de choses à lire. Mais après, tu donnes une deuxième chance. Alors que tu donneras peut-être moins cette deuxième chance à un auteur que tu ne connais pas, où tu essayes. Si tu n'aimes pas, il y a peu de chances que tu y retournes quand même. Ça dépend de tellement de choses. Et notamment de la vitesse à laquelle tu lis. Oui, c'est vrai aussi. Et de ton budget livre. Le budget. Le budget. Et puis la visibilité, enfin la possibilité de retomber sur le livre et sur l'auteur. Tu sais, cette histoire de budget, on va peut-être digresser un peu, mais je vais te raconter une histoire. Au festival Alterfiction, justement, il y a une jeune femme qui est venue se faire dédicacer un de mes bouquins. Puis on s'assoit, on discute. Et en fait, elle me dit, mais j'adore ces histoires, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce bouquin. Par contre, je ne vais pas arriver à le lire, le livre-là, parce que je suis dyslexique. J'arrive pas du tout à me concentrer sur la police. Elle n'est pas convenable. Puis on discute de ça. Puis il me dit, ce que je fais, c'est que j'achète le bouquin de l'auteur. Puis après, je vais pirater la version numérique, et du coup ça me permet de changer la police et d'utiliser une police qui est compatible avec le problème dyslexique. Il y a des polices qui sont faites pour ça, des formes de caractère. Mais c'est la classe. Alors oui, mais elle était... Enfin, je veux dire, non, mais de faire la démarche d'acheter le bouquin de l'auteur pour se donner... Enfin, je l'entends comme ça, pour se donner l'autorisation d'aller pirater. Si tout se faisait comme ça, on résoudrait un problème. Mais clairement, c'est une lectrice qui a beaucoup de respect pour l'auteur et l'œuvre, etc. Bon, du coup, évidemment, moi je lui dis, mais attendez, allez pas prendre le risque de choper un virus. On vient de discuter ensemble, je vois que vous avez le bouquin, aucun problème. Vous me contactez via mon site, je vous renvoie l'EPUB. On va pas discuter. Je me pose beaucoup ce genre de questions, de rendre ces choses-là accessibles via mon site principalement, c'est-à-dire j'ai pas besoin que tu payes 2 fois pour la même histoire, moi. Et puis je fais pas ça pour être millionnaire, donc... Si tu as déjà acheté le bouquin, que tu préfères l'avoir en... Enfin, moi, ça me choquerait pas, par exemple, de faire un bundle. À partir du moment où tu as acheté l'histoire une fois, j'ai aucun problème à te donner l'EPUB et vice-versa, etc. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui font ça. Enfin, dans les auteurs indépendants, il y en a pas mal qui proposent C'est un choix qu'on a quand on est indépendant, parce qu'il est plus facile à faire. Il y a une personne qui décide. C'est plus dur, je pense, en maison traditionnelle. Ou les petites maisons font ça. C'est ça. Moins il y a de personnes
à prendre les décisions, plus c'est ça. Oui, c'est ça, comme ça qu'on résume. Pourquoi j'ai digressé là-dessus ? Parce que finalement, qu'est-ce qui me fait aller vers un auteur, ou revenir vers un auteur ? C'est l'expérience. Je parlais de ne pas être déçu, mais c'est ça, c'est l'expérience que j'ai eue auprès de cet auteur, alors au travers de son livre. Mais cette lectrice, quelque part, je me dis, peut-être que du coup, elle a une bonne expérience, sans même avoir commencé à lire le livre, de la découverte du bouquin et de l'auteur, et qu'elle reviendra en se disant, ce gars, finalement, il est ouvert à mon problème, il a essayé de trouver une solution, et puis, du coup, c'est une personne que je serais intéressé à suivre, et peut-être que le prochain, elle va vouloir l'avoir. Bon, il se trouve qu'en plus, elle a acheté le tome 1 d'une duologie, donc j'imagine qu'elle va suivre. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais alors absolument, et effectivement, je pense que tu soulèves un point qui est extrêmement important pour nous, petits auteurs pas très connus. Finalement, en dédicace ou en salon, je crois que c'est pas tellement le nombre de ventes qu'on va faire qui a un intérêt. Bon, ça a un intérêt, mais finalement, chaque vente, chaque contact avec un lecteur est important parce que c'est un moyen de se faire connaître et effectivement d'humaniser la rencontre. On a cette chance, contrairement à des auteurs ultra connus où les bouquins, comme on disait, ils se vendent tout seuls sur le nom de l'auteur. Nous, on n'a pas cette possibilité-là, mais on a à notre niveau, et comme tu l'as très bien exprimé dans ton anecdote, on a un moyen quand même, au-delà de l'histoire qu'on propose, de vendre nous et ce qu'on est et notre relation avec le lecteur. Donc c'est vrai que là aussi, peut-être elle reviendra vers toi quand elle te verra en salon, parce qu'elle se dira « Ah, ouais, je vous avais rencontré, je vous achète le nouveau ». Peut-être même alors que ton tome 1 est encore dans sa pile à lire et qu'elle l'a même pas commencé, c'est possible. En tant qu'auteur, c'est notre lecteur idéal, c'est ça. Hein, c'est à la limite du fan, c'est quelqu'un, c'est ce qu'on cherche à recréer, quelqu'un qui est content, quoi que tu produises en termes d'histoire, et qui va revenir. C'est pour ça qu'on crée des newsletters, c'est pour ça qu'on essaie de fidéliser un petit peu les gens et d'être... c'est l'histoire des 1000 vrais fans qui est très connue, où tu n'as pas besoin de vendre des millions pour vivre de quelque chose. Si tu as... La théorie dit que si tu as 1000 vrais fans qui vont acheter tout ce que tu produis, faut continuer à produire des choses, mais ça peut suffire pour fonctionner. Oui, mais c'est le principe. Et effectivement, on a cette chance-là, je pense, auteur à notre époque, d'avoir cette possibilité de créer une communauté par les réseaux, par Internet, qui, avec le partage et la rencontre et l'échange que n'avaient pas nos aînés, et qui rendait finalement accessible uniquement l'œuvre et pas la personne. La personne n'était qu'un nom sur le papier. Et nous, on a... Donc, finalement, avec cette discussion, je m'aperçois qu'on fait aussi fort que Chatham. On arrive, nous aussi, à vendre sur notre seul nom. Enfin, potentiellement. Mais c'est l'idée, en fait. Ouais. C'est l'échelle qui est différente. C'est l'échelle qui est différente. Mais c'est chouette, je trouve, parce que c'est vrai que ça fait sens. Et ça donne du sens à tout ce travail qui est le travail de l'auteur solitaire dans son coin. Oui. Voilà, mais où finalement l'auteur d'aujourd'hui, son boulot, c'est pas seulement d'écrire un livre, quoi. C'est de le faire connaître, c'est de créer sa communauté, c'est de créer une visibilité, mais qui après ça porte ses fruits. Enfin, en tout cas, on peut l'espérer. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tous les auteurs, je veux dire. Après, il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Je pense que c'est toujours pareil. Si on n'a pas une honnêteté et si on n'a pas un réel désir de rencontrer la personne et d'échanger avec elle, et comme tu disais, enfin, l'image, elle était parlante de cette lectrice. T'aurais pu lui signer sur un coin de table et merci, au revoir, et pas échanger avec elle. Mais
ce qui t'a fait plaisir, c'est d'aller t'installer avec elle à une table, de discuter 10 minutes. Bon, alors le salon auquel on était, qui avait ce concept, prêté à ça, parce que alors, pour ceux qui ne connaissent pas Alterfiction, c'est un salon auquel nous avons participé tout récemment, qui était organisé par nos amis du Gaëlig, le groupe des auteurs helvétiques de littérature de genre, et qui proposait non pas les habituelles tables avec les auteurs derrière et la table en barrière. Le classique des salons. Exactement, mais des livres présentés comme en librairie sur table et des auteurs qui circulaient au milieu des rangs et des lecteurs qui étaient très très libres de tripoter les bouquins et de fureter. Et ensuite, la rencontre s'amorçait avec des petits espaces conviviaux pour aller échanger avec le lecteur. Et c'était génial. Et c'était génial parce qu'on n'est plus seulement dans ce côté transaction qui parfois... bon, c'est aussi... on ne renie pas les salons classiques. Hein, je veux dire, c'est aussi un mode de découverte et c'est sympa. Mais là, c'était vraiment un concept qui était plus fondé sur l'humain, sur la rencontre. Mais ce qui est génial, c'est que ce concept différent marche aussi bien pour l'auteur que pour le lecteur. Absolument. Enfin, pour moi. En tant que lecteur, ça peut être intimidant de s'approcher d'une table où il y a l'auteur qui te regarde dans les yeux. Est-ce qu'il va prendre, est-ce qu'il ne va pas prendre ? Ça peut être carrément un frein, en fait. Ah oui, mais on le voit sur les salons, il y a certains lecteurs qui ne s'approchent pas. Et là, du coup, tu n'as pas ça, et tu as le choix de tripoter, d'en choisir un. Une fois que tu l'as choisi, tu as le choix encore d'aller le faire dédicacer ou pas. Et en tant qu'auteur, tu as le choix d'être très, très proactif et d'aller vers le lecteur ou de le laisser venir. Si tu es assez fin, justement, d'adapter ce choix en fonction de ce que tu perçois de la personne. Je trouve le concept juste génial. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ça a vraiment bien fonctionné pendant tout le week-end. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce concept. Et la preuve, c'est qu'on en a même fait un épisode de podcast inédit en interviewant pas mal de personnes présentes et qu'on vous invite soit à aller voir s'il est déjà paru, soit à attendre un petit peu, parce que voilà, nous sommes comme toujours très pro duo de plumes, nous ne savons pas. Il faudra qu'on voit ça avec nos amis de la production. Nous allons poser la question à la production. Le département de la production. On va faire une réunion. On arrive gentiment au bout de notre épisode. Donc finalement, je pense qu'on est d'accord, toi et moi, que aussi bien toi que moi, on va facilement acheter ou lire un roman juste sur le nom de l'auteur. Et c'est principalement lié à l'expérience et aux émotions qu'on a eues précédemment au travers des écrits de cet auteur. Et en même temps, on a aussi... on sait que ça marche. Il y a la vente sur le nom de l'auteur parce que la personne est connue, mais ça va marcher aussi quand on est un, entre guillemets, petit auteur beaucoup moins connu. Mais le lecteur qui n'a pas été déçu, il va avoir tendance à revenir. Et c'est comme ça qu'on crée des fans. J'aime pas trop ce mot, mais j'ai pas vraiment de vraie définition. Des gens qui vont être... Des personnes engagées, on va dire. Des lecteurs engagés. Oui, qui vont être contents de revenir, de revenir vers ton œuvre ou vers ce que tu écris. Et ça, c'est super motivant aussi. Et puis c'est vraiment motivant d'avoir aussi les retours. Et là encore, on a cette accessibilité maintenant avec les moyens modernes qui fait qu'une fois qu'on a rencontré ces fans avec qui il y a eu une chouette connexion en salon, en dédicace, après, ils peuvent nous recontacter et on vous encourage à le faire si vous êtes dans ce cas. Si vous nous avez lu, c'est toujours un plaisir. Moi, je sais que j'ai pas mal de gens comme ça, j'ai rencontrés que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrés en dédicace, qui m'ont découvert par hasard et avec qui j'ai noué vraiment une relation et qui perdure de roman en roman. Et c'est agréable pour eux, je pense, et extrêmement agréable pour moi aussi de savoir qu'ils attendent le suivant finalement et que à eux, j'aurais même pas besoin de leur expliquer quand ils savent que je viens dédicacer quelque part, ils viennent me voir, ils prennent le livre, ils veulent même pas savoir ce qu'il y a dedans, ils le prennent parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et ça, c'est hyper vraiment, flatteur en plus. C'est super flatteur. Et pourtant, tu écris dans des genres différents. Oui. Dans des formats différents et pour des publics différents.
Absolument. Et j'ai remarqué au salon, Ouais. justement, à Alterfiction, qu'il y avait des gens qui achetaient à la fois ce que tu écrivais pour la jeunesse, au travers des frissons et autres, ou Emma Paddington, et à la fois qui repartaient peut-être avec ton polar ou un autre livre. C'est... Ben oui, ça aussi. Alors, je pense qu'il y a tout. Bon, là, après, on est encore dans un autre, dans un autre sujet. Oui, Mais je pense que on n'est pas fort en conclusion, je suis d'accord. Non, c'est ça. On ne conclut pas du tout. On tease l'épisode suivant, je veux dire. Mais voilà, mais oui, il y a des je pense que... Mais on n'est pas si éloigné du sujet, parce que ça veut dire que finalement, ces lecteurs-là, encore une fois, ben oui, ils achètent ou ils suivent un auteur et pas une histoire. C'est la priorité sur l'auteur, parce que même si on est dans des genres différents, il y a quand même nécessairement des choses qui se retrouvent dans l'écriture, qui se retrouvent dans les thématiques, dans les valeurs, dans le choix des intrigues et d'un genre à l'autre. Et je pense que c'est ça qui plaît. Bon, et aussi, sans doute, pour une part, ma personnalité. Non, je pense que tu as raison. Maxime Chatham, je pense que je ne serais jamais allé lire du jeunesse, du young adulte. Mais Maxime Chatham a écrit Autre Monde, qui est vraiment différent. C'est du fantastique, jeune adulte. Et qui a réussi. Et qui est hyper bien foutu. Ouais, mais je ne serais pas allé sur ce genre-là sans le nom de l'auteur, tu vois. Donc, quelque part, oui, c'est ça, ça mais moi, valide un peu ce que tu dis. Ouais. C'est la même chose. Moi, j'ai beaucoup de gens, alors, notamment sur Emma Paddington, parce que je n'ai pas commencé ma carrière par le fantastique, donc j'ai vraiment commencé avec des romans réalistes. Et ces lecteurs-là, qui sont finalement les fidèles de la première heure, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais ils n'aiment pas le fantastique, et ce n'est pas un genre qui les accroche, disons, et ils ont quand même pris le premier tome d'Emma Paddington, bon, presque, je veux pas dire par dépit, mais en se disant, bon, bah ouais, sur c'est le toi nom, pour qui le l'as coup. écrit, on y va. Voilà. Et alors, ça marche pas toujours, hein, j'en ai certains, ça les a pas convaincus, parce que finalement, et puis c'est leur droit le plus strict. Bien sûr. Mais il y en a d'autres qui ont été eux-mêmes surpris d'aimer, même si ils n'aiment pas le fantastique, mais ça leur a plu. Donc ça, c'est une double victoire. Sacré compliment. Ouais, vraiment, vraiment. On va s'arrêter là. Oui, Merci. voilà, après une conclusion de 10 minutes, comme toujours. Merci à toi, Cyril. Merci Catherine, et on se retrouve tout bientôt, dans 15 jours, pour un nouveau podcast. Avec plaisir, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, de nous mettre des petits commentaires et des étoiles sur les plateformes où vous nous écoutez. C'est toujours très important pour nous en termes de visibilité, pour nous faire connaître. Donc merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Thank you.